Bodian, il est chercheur à l'Institut fondamental d'Afrique noire et puis il est également l'administrateur général des FDS les Guelewar. C'est un immense plaisir de l'accueillir ce soir sur ce plateau comme l'invité de la bonne heure. Bonsoir, M. Bodian. Bonsoir, oui. C'est un plaisir de vous accueillir comme je viens de le dire, mais tout d'abord je voudrais aborder ces départs des migrants, vous l'avez constaté avec nous, du Sénégal qui ne cesse d'accroître quand même, pas plus tard qu'hier, nous l'avons noté dans cette édition, 327 migrants à bord d'une pirogue a chaviré hier avec 28 victimes, c'est quand même terrible. Oui, c'est vraiment terrible et je profite aussi de l'occasion pour vraiment présenter mes condoléances aux familles éplorées. Et regretter ce qui se passe parce que la question de la migration irrégulière est en train de devenir aujourd'hui un goulot d'étranglement, mais qui aussi se présente comme le témoignage de l'échec des politiques en matière de jeunesse, mais aussi des politiques d'emploi. Puisqu'en vérité, ces jeunes qui partent à la recherche d'un ailleurs beaucoup plus clément sont aussi en train d'interpeller la responsabilité de nos gouvernants quant à la possibilité pour eux de fournir les services sociaux de base, l'éducation, mais aussi la santé, mais l'emploi qui est aujourd'hui un problème de fond, puisque, comme vous le savez, au Sénégal, chaque année, il y a environ 30 000 jeunes, 300 000 plutôt jeunes qui entrent dans le marché de l'emploi. Et malheureusement, la capacité d'absorption de l'État est très limitée, puisque l'État n'absorbe que presque 20 000. Tout le reste se retrouve soit dans le secteur privé ou dans l'informel. Et aujourd'hui, malheureusement, ce secteur informel est devenu la proie à beaucoup de facteurs d'insécurité sociale, consécutifs bien évidemment aux violences que nous avons remarquées depuis 2021. Donc l'horizon est devenu très flou et l'espoir est en train de désespérer dans notre pays. Et du coup, les gens sont en train justement c'est finalement la politique du sauve-qui-peut. D'accord, mais aujourd'hui la motivation semble avoir évolué parce que, en tout cas, elle ne renvoie plus, elle renvoie plutôt de moins en moins à ce profil de défavorisé qu'on évoquait souvent, parce qu'on voit aujourd'hui que beaucoup de jeunes empruntent certes cette voie, mais souvent il y en a qui ont leur entreprise déjà établie ici au Sénégal, d'autres sont peut-être des étudiants. Donc ce n'est plus ce statut-là de défavorisé qui est mis en avant, mais il y a d'autres profils qu'on remarque. Il y a d'autres considérations. Des études ont montré effectivement que certains partent tout simplement parce qu'ils ne voient aucune perspective. Parce qu'il n'y a pas seulement la dimension matérielle, il y a une autre dimension immatérielle qui est plus ou moins liée au bien-être, à l'espoir de pouvoir s'accomplir dans un pays stable, où les conditions d'une compétition saine sont réunies. Mais je pense que le problème est plus profond que ça. Il est plus ou moins lié aussi aux politiques migratoires que nos États malheureusement négocient très mal avec les puissances occidentales. Et ça a commencé depuis les années 90, 94 notamment, quand on a introduit le régime des visas Schengen qui a corsé la possibilité pour les Africains à aller en Europe. Aujourd'hui, malheureusement, il est beaucoup plus facile pour un délinquant européen de venir en Afrique qu'un diplômé africain d'aller en Europe, y compris des gens les plus gradés. Vous allez à l'université, vous verrez par exemple des gens qui se voient refuser le visa. Et je pense qu'on n'est pas dans un monde équilibré. On n'est pas dans un monde qui garantit justement la libre circulation aussi des personnes, puisque le droit à la mobilité est un droit fondamental. Absolument. Et je pense qu'il faudrait aujourd'hui que nos États s'inscrivent plus dans une politique qui facilite la mobilité et moins dans une politique de répression comme on a l'habitude de le voir, puisque en vérité les conventions qui sont signées donnent beaucoup plus la latitude à la répression, comme c'est le cas par exemple aujourd'hui des politiques migratoires qui sont mises en œuvre par Frontex. Et tant qu'on ne sort pas de ce cycle, mais aussi tant qu'on n'est pas dans des cadres politiques stables où les gens peuvent envisager une perspective de carrière, une perspective de mise en place d'une entreprise qui prospère, on ne sortira pas du cercle vicieux. Et les gens seront toujours tentés de quitter notre pays parce qu'il n'y a pas d'espoir, l'horizon est flou, vers des lieux jugés beaucoup plus cléments. Vous venez de parler de perspectives de carrière et je pense automatiquement aux étudiants qui ont vu les universités plutôt fermées pendant plusieurs mois. Aujourd'hui, on a réouvert l'université à quand même quelques mois
du démarrage de la campagne, si la date du 2 juin, par exemple, est confirmée par le Conseil constitutionnel, vous ne pensez pas que cette année risque d'être perdue? L'année est perdue depuis longtemps. Je pense qu'aujourd'hui, l'université est dans une crise profonde, même si on ne le dit pas assez, parce que les années académiques se chevauchent. On ne sait pas quand est-ce que commence une année et quand est-ce que l'année académique s'achève. Il y en a qui sont au premier semestre de l'année 2023. Et encore, et je pense que l'université n'aurait pas dû être fermée en premier lieu. Et l'alerte a été lancée par les enseignants et même les syndicats qui, quand les autorités ont voulu évacuer l'université, ont tiré la sonnette d'alarme en leur disant en fait qu'on risque d'aller vers une année perturbée, qu'il est déjà. Hein. Et c'est quand même dommage, puisque l'université est censée être le lieu où se renouvellent les instances, les instances dirigeantes de notre nation. Mais malheureusement, depuis quelques années, nous avons observé un enseignement au rabais, puisque en vérité, les étudiants ne terminent jamais l'année académique et ils sont évalués sur la base des enseignements qui ne sont pas complètes. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que les gens se ressaisissent, puisque des réformes ont été prises depuis les années 2012 consécutives à l'introduction du système LMD, qui a des exigences. C'est qu'il faudrait qu'on respecte et que l'université sorte au moins de ces grèves cycliques orchestrées à tort ou à raison par le personnel enseignant, les étudiants ou même le personnel administratif. Mais tant qu'on ne le fait pas, on ne va pas finir les enseignements à temps, les étudiants ne feront pas des examens, ou du moins s'ils font des examens, ils passeront, ou ils auront des diplômes, mais ils n'auront pas le savoir requis qui les prédispose justement à l'emploi. Et c'est le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Beaucoup sortent de l'université, ils n'ont pas les qualificatifs nécessaires pour affronter le marché de l'emploi, avec toutes les chances que cela suppose pour réussir et être compétitif. Et ne pensez-vous pas qu'il y a aussi l'impact de l'engagement politique de certains enseignants et des étudiants même qui emmènent tout cela? Non, je pense que c'est plutôt lié aux politiques éducatives de manière générale, puisque le problème que l'université est confrontée aujourd'hui est en partie lié aussi au problème du système éducatif de manière générale, puisque si vous regardez notre système, n'est pas conçu de manière à susciter des vocations à la base. Depuis les années 90, il y a une politique de massification à travers justement toutes ces initiatives d'éducation pour tous qui ont conduit à une massification de l'élémentaire, du moyen et du secondaire. Et malheureusement, à l'université, il n'y a pas eu de mesures d'accompagnement pour accueillir ce flux massif d'étudiants qui arrivent chaque année dans des espaces universitaires qui ne sont pas extensibles à l'infini. Et du coup, on se retrouve dans une concentration, dans une situation de concentration des étudiants qui réclament de meilleures conditions d'études, le taux d'encadrement n'est pas assuré, les budgets sont insuffisants malgré la réforme de 2014 qui avait imposé, disons, des efforts dans ce sens-là. Et donc, puisque le système éducatif lui-même est incohérent, on se retrouve avec des facultés, notamment les humanités, qui absorbent le plus grand nombre d'étudiants. Et j'ai l'habitude de caricaturer, pas parce que j'ai quoi que ce soit contre les humanités, parce que j'en suis un. Mais on se retrouve dans des situations telles que beaucoup de gens passent leur temps à écrire des mémoires sur Molière ou sur Shakespeare, alors que les défis de développement sont ailleurs. Aujourd'hui, nous avons besoin, comme c'est le cas par exemple dans les universités occidentales, de susciter des vocations scientifiques à la base, mais de créer les conditions permettant aux étudiants d'avoir, en tout cas, d'être dans l'innovation dans l'enseignement. Et cela suppose aussi qu'on repense le système éducatif de manière générale, puisque tout le monde ne peut pas aller à l'université. Dans les pays occidentaux ou dans les pays aujourd'hui qui sont considérés comme les références en matière d'enseignement supérieur, l'université est réservée à une élite, mais il y a des écoles aussi d'excellence qui sont mises en place pour accueillir des gens qui veulent s'engager dans une carrière académique dans l'innovation. Mais il faut au niveau intermédiaire aussi réfléchir sur un système qui permette de produire une masse critique de gens qui vont peupler l'administration, qui seront un peu dans certains métiers, mais aussi tous ceux qui sont dans l'informel, comment les recycler de manière à les doter d'une compétence leur permettant justement de relever le niveau, une sorte de upgrade. Mais si on ne le fait pas, malheureusement, on aura toujours des gens qui sont formés, mais qui ne sont pas qualifiés quand il s'agit justement de compétir sur le marché de l'emploi. Je comprends. À présent, je voudrais aborder la question politique. Vous faites partie des FDS, les Guelewar. Malheureusement, vous n'avez pas pu dépasser le cap des parrainages. Aujourd'hui, des propositions ont été faites à l'issue de 2 jours de dialogue national, un dialogue auquel vous n'avez pas participé. Quelles sont les dispositions que vous avez prises
après cette décision? Alors, les dispositions qui ont été prises, je pense que nous sommes toujours sur une ligne principielle qui ne variera jamais. C'est que nous sommes pour la légalité et nous sommes pour le respect de la Constitution. Et nous avons été très constants sur ce principe-là. Depuis que le Conseil constitutionnel a sorti cette décision-là, qui a balayé d'un revers de main la décision qui a été prise par l'Assemblée nationale, mais aussi le président de la République, de retirer le décret convoquant le collège électoral, FDS, les Guelwaars, a toujours dit qu'il faudrait respecter la légalité, puisque la non-tenue de l'élection avant l'échéance, c'est-à-dire auquel le président de la République auquel le mandat du président de la République arrive à terme, pourrait plonger le pays dans un cycle d'instabilité. Et je pense qu'aujourd'hui, rien ne peut justifier ce report. Et la meilleure façon de garantir la stabilité du pays, c'est de retourner au principe de la démocratie, mais aussi au respect de la Constitution, qui est la charte fondamentale, qui est aussi la référence principale pour tout acteur politique, mais aussi pour tous les citoyens qui aujourd'hui sont très inquiets quant à ce qui va advenir au lendemain du 2 avril. Je l'ai dit tantôt, vous n'avez pas pu dépasser le cap des parrainages. Aujourd'hui, il est proposé que seuls les 19 candidats retenus par le Conseil constitutionnel puissent continuer l'aventure. Auriez-vous préféré que l'on reprenne totalement le processus comme l'ont proposé d'ailleurs certains qui étaient au dialogue? Non, je pense qu'en fait, retourner à ce principe de reprendre le processus serait une façon d'ouvrir aussi une brèche qui permet de repousser l'échéance électorale. Et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, nous sommes en train de violer un élément fondamental de la Constitution, c'est-à-dire l'article 32, qui impose justement que la durée du mandat ne peut pas dépasser justement les termes fixés. Et nous ne voulons pas entrer dans ce jeu, puisque ça perturbe complètement le calendrier électoral et créer justement un goulot dans lequel on risque de s'embourber. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que le Conseil constitutionnel a dit et qu'il a affirmé encore quand un des candidats a désisté, c'est de maintenir la liste de ceux qui ont été initialement retenus et d'aller aux élections sur la base de cette liste-là. Et je pense que c'est la seule garantie que nous avons aujourd'hui de maintenir le pays dans une sorte de continuité électorale, mais aussi de garantir une stabilité au-delà de l'échéance fixée par la Constitution, c'est-à-dire la fin du mandat du président en exercice. Je sais que vous êtes quelqu'un qui défendait beaucoup le renouvellement du champ politique. Aujourd'hui, on a constaté avec cette élection présidentielle, en tout cas le processus électoral, que la plupart de ces partis-là qui sont nouveaux et qui aspirent à tenter en tout cas de renouveler le champ politique n'ont même pas pu dépasser l'étape des parrainages. Est-ce qu'en réalité, vous pensez que les Sénégalais sont prêts pour le renouvellement de cette classe politique-là? Bon, je pense qu'en fait, les Sénégalais sont prêts. Et ça a toujours été une demande forte qui s'est manifestée d'ailleurs à travers les échéances électorales, puisque depuis les élections locales, les Sénégalais ont porté à la tête de beaucoup de municipalités des acteurs qui sont aujourd'hui considérés comme bénéficiant justement de présomption de virginité politique, entre guillemets. Et malheureusement, le processus a été vicié, puisque en démocratie, le principe fondamental, c'est d'observer les règles du jeu, de trouver des consensus forts. Et malheureusement, si vous regardez la manière dont le processus de parrainage a été conduit, même le parrainage lui-même a atteint ses limites, puisqu'il n'a pas permis d'arbitrer, mais plutôt de sélectionner entre des acteurs politiques, dont certains ont aujourd'hui un ancrage réel. On ne peut pas dire, par exemple, je ne sais pas pour juger de la performance des uns et des autres, mais je pense qu'aujourd'hui, si on observe réellement la manière dont le processus a été conduit, on se rend compte effectivement qu'il y a des défaillances qu'il fallait corriger, puisqu'il y a, par exemple, beaucoup d'électeurs qui ne sont pas sur le fichier électoral. Les candidats en liste n'avaient pas connaissance justement de ces fichiers-là avant de déposer la liste des parrains. La manière dont le Conseil constitutionnel a traité les parrainages aussi prêtait à confusion, hein, et il y a beaucoup de choses qu'on peut dire de ce processus-là. Mais malgré tout, nous avons accepté le verdict qui a été donné par le Conseil constitutionnel et nous avons pensé que la meilleure façon de garantir la stabilité de ce pays est aussi aller résolument vers l'organisation d'élections permettant au moins de passer le témoin à un autre qui pourrait peut-être travailler avec tous les acteurs à consolider les principes de la démocratie. Il faut aller vers ça et redorer le blason du Sénégal, puisque pendant longtemps, le pays est considéré comme
un success story en matière de démocratie. Mais depuis quelque temps, on est la risée du monde, puisque si vous regardez l'actualité, la manière dont les gens parlent du Sénégal, une démocratie débranchée, un retour à l'autoritarisme, et je pense que ce n'est pas digne de ce pays-là qui a connu vraiment une trajectoire qui n'avait rien à envier aux grandes démocraties. Ce qui restait, c'est de consolider nos institutions, et le président sortant aurait pu nous rendre un grand service en étant le premier président à organiser des élections alors qu'il est en partance, mais des élections libres et transparentes qui permettaient à tous les acteurs qui désiraient de participer de le faire et de laisser aux Sénégalais le dernier mot, c'est-à-dire de choisir celui qui va diriger ce pays pour les 5 prochaines années. Pensez-vous donc qu'un départ honorable du président de la République est entaché? Mais son départ actuellement, je pense qu'il va, je ne sais pas, je ne veux pas être dans sa peau, mais je pense qu'il va beaucoup regretter les derniers actes qu'il a posés, puisque Macky Sall aurait dû faire mieux que ses prédécesseurs, puisque c'est ça la tradition qu'on a connue du Sénégal. Abdou Diouf est venu, il a dirigé le pays jusqu'en 2000, il a perdu les élections et il a félicité Abdoulaye pour son exploit. Abdoulaye a fait la même chose pour Macky Sall et je pense qu'il aurait pu organiser une transition qui pouvait aujourd'hui le propulser comme une des plus grandes fiertés de l'Afrique et être le porte-flambeau du combat démocratique en Afrique. Et malheureusement aujourd'hui, il semble que notre pays est en train de s'engouffrer dans une forteresse qui risque de l'emprisonner ou d'emprisonner sa démocratie. Et je pense qu'il y a encore une chance. Il faudrait que Macky Sall, en tant que président, disons, comprenne la mesure des décisions qu'il prend et de comprendre que ce pays est à la croisée des chemins. Et le chef doit indiquer la voie à suivre, mais cette voie-là doit être en phase avec le respect des institutions, avec le respect de la Constitution, et de garantir à ce pays-là une stabilité qui pourrait encore l'inscrire ou le remettre en orbite comme un modèle de démocratie dans une sous-région en proie à l'insécurité. En tant que nouveau parti, qu'est-ce que vous proposez justement pour nous remettre de cette situation? Je pense que le principe de base, c'est de respecter justement les institutions. Vous savez, dans un pays démocratique, les institutions sont le garant de la stabilité. Et quand vous perturbez le jeu démocratique en instrumentalisant ou en projetant, disons un peu cette perception d'une instrumentalisation des institutions, les gens perdent confiance. Et il y a une crise malheureusement aujourd'hui politique qui est transposée dans ces institutions qui sont chargées de fournir les services sociaux ou les services publics. Vous prenez la justice, vous prenez l'armée. Et aujourd'hui, on agite encore la question, par exemple, de l'amnistie, qui, à mon avis, est très problématique, puisque l'amnistie suppose qu'il y a une crise profonde. C'est dans les années 70 où on a connu une vague d'amnistie consécutive, par exemple, à de graves violations. Que ce soit en Chili, sous Pinochet, on a vu ce qui s'est passé au Mexique tout récemment, quand il s'est agi d'aller résolument vers une réconciliation nationale en intégrant les FARC dans l'appareil sécuritaire ou étatique, disons, on peut créer les conditions d'un dialogue. On a vu ce qui s'est passé en Afrique du Sud avec l'apartheid. L'amnistie, quand on l'évoque, c'est parce que tout simplement le pays a traversé une crise profonde. C'est vrai que le Sénégal a connu une série d'amnisties, notamment en 1976, ensuite en 1991 avec la rébellion en Casamance, puis en 2002. Mais ça, c'est des exceptions. Et je pense qu'il faudrait sortir du cycle des amnisties qui n'honorent pas le pays. Puisque la question aussi qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est pourquoi on entre dans ce cycle d'amnistie, puisque une amnistie sans vérité, sans justice, peut conduire à la récidive et amène les gens à douter même de la capacité des institutions, notamment la justice, à fournir un service de justice, mais aussi d'honorer justement la mémoire de tous ceux qui ont disparu dans des conditions que les Sénégalais voudraient savoir. Donc, pour qu'il y ait amnistie, il faut la justice et la vérité. C'est à partir de ce moment maintenant qu'on peut parler de dialogue. Et je pense qu'aujourd'hui, cette histoire d'amnistie doit être repensée, puisque l'image du Sénégal risque d'écorner. Et surtout qu'aujourd'hui, bon, tout le monde n'est pas d'accord. Hein, et je pense que la meilleure façon d'aller vers l'amnistie, c'est d'abord de rétablir la vérité, sans quoi peut-être le constituant, le pouvoir du constituant est souverain. Si on n'a pas un consensus fort autour de la loi d'amnistie qui sera bientôt votée, et je sais qu'il va être voté dans tous les cas de figure, le fait majoritaire aidant, on risque d'assister à un retour, puisque évidemment il n'y a pas de consensus fort. Et le prochain régime peut être tenté à travers justement le référendum, ou plutôt à travers la majorité au Parlement, revenir sur cette décision-là. D'accord. Et cette volonté d'apaisement du climat politique évoquée par le président de la République
n'est-elle pas assez importante pour mériter cette loi d'amnistie? Bon, vous savez, moi je préfère, je jugerai le président par les actes, pas par les paroles, parce qu'il y a énormément de choses, il y a une rupture de confiance. Et ça, je le dis très honnêtement, puisque il y a un certain nombre de faits qui nous ont montré qu'il faudrait attendre pour voir. Et je n'ai pas encore vu des choses qui rassurent. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que Macky Sall pourrait faire, et j'ai vu un peu qu'il a fait un tweet en disant que son mandat s'arrête le 2 et qu'à partir du 2, il va partir. Et j'aimerais bien le voir organiser les conditions de son départ et d'honorer le Sénégal en rehaussant son image en tant que pays qui est toujours attaché au principe de la démocratie, à l'état de droit. Et à partir de ce moment, les Sénégalais sont assez intelligents. À travers l'histoire, on a fait montre d'un génie créateur quand il s'agit justement de transcender les clivages et d'aller résolument vers un consensus fort autour des institutions. On en a connu dans les années 70, sous Senghor, quand il a ouvert le jeu politique, mais plus tard aussi en partant, en laissant le pays justement entre les mains d'une génération qui a conduit les destinées du pays jusqu'en 2000. Et Wade a fait la même chose. Je pense que le Sénégal a toujours fait montre d'un grand génie quand il s'agit de transcender les clivages et d'aller résolument vers une stabilité qui le caractérise. Et qu'en est-il aujourd'hui de la responsabilité de l'opposition de manière générale dans tout ce qui arrive aujourd'hui? Je pense que la responsabilité est d'abord à situer du côté... Oui, l'opposition a une responsabilité, mais je pense que le rôle de l'opposition, c'est de s'opposer. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est surtout du côté du gouvernement à prendre les mesures permettant justement d'apaiser le climat social. Justement, il a appelé à un dialogue, mais oui, ils ont préféré ne pas y répondre. Oui, mais quand vous demandez à un dialogue alors que les principaux opposants sont en prison, vous n'êtes pas en train de témoigner d'une bonne foi. C'est ça le problème. Et nous, une des exigences que nous avons mises sur la table pour envisager la possibilité d'aller au dialogue, c'est de voir tous ces gens qui ont été emprisonnés et dont certains ont été tout simplement sont arrêtés pour délit d'opinion. Et je pense que c'est ça. Pour pacifier, il faudrait créer les conditions permettant justement aux gens de dialoguer avec sérénité. Mais c'est comme si vous mettez un couteau sur le cou d'un individu et vous lui dites mais il faut qu'on dialogue. Mais vous ne dialoguez pas. Et je pense que c'est le problème qui s'est posé. Il y a une rupture de confiance et la confiance suppose que vous posiez des actes très forts qui donnent aux autres la possibilité d'envisager en tout cas une discussion qui puisse en tout cas faire sortir le pays de cette impasse. Je comprends. Permettez-moi juste une petite digression. C'est vrai que tout à l'heure, nous en avons parlé. L'université, aujourd'hui, face à cette échéance qui est attendue, le mois de juin, c'est dans quelques mois. Il y a beaucoup de cours à rattraper, des examens même à rattraper. Pensez-vous qu'on pourra y arriver? Parce qu'on sait que c'est très compliqué. Vous l'avez dit tout à l'heure, certaines facultés n'ont même pas encore fini les examens du premier semestre de 2023. Et tout le monde sait qu'à l'université, il y a beaucoup de personnes qui se sont engagées en politique. La campagne électorale, 21 jours, premier tour, deuxième tour. Est-ce que l'université ne risque-t-elle pas de fermer à nouveau? Bon, je ne suis pas très sûr que l'université va fermer, mais disons un peu que les enseignements seront perturbés, y compris les examens, puisque déjà on vient d'ouvrir, même si par ailleurs les examens continuent à se tenir, et même certains cours continuent à se tenir. Mais quand on est dans un cycle électoral, et puis le ramadan d'abord, un cycle électoral, ensuite nous avons l'hivernage, naturellement, il faut s'attendre à ce que l'année soit davantage perturbée. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faudrait aller vers des discussions en profondeur sur l'université et sur aujourd'hui la crise que nous traversons, qui malheureusement n'aide pas à positionner l'université comme un temple du savoir, un espace où on forme un capital humain de qualité permettant de relever les défis de développement auxquels nos pays sont confrontés. Et je pense qu'il faudrait comprendre les enjeux. Il ne s'agit pas tout simplement de dispenser un enseignement, mais c'est de se positionner aussi comme une université de référence. Et l'université Cheikh Anta Diop de Dakar l'a toujours été. Je vais terminer peut-être en donnant un exemple très simple. Si nous voulons être compétitifs au même titre que les universités au niveau mondial, il faudrait qu'on repense les enseignements, le contenu des enseignements. En 2016, il y avait un rapport de l'OCDE qui était paru et qui indiquait évidemment que les États-Unis venaient en tête parce qu'ils produisaient pratiquement 52 000 PhD par année.
Et l'Allemagne venait en second avec 22 000. Mais la plupart de ceux qui sont formés dans ces universités-là sont spécialisés dans les filières scientifiques et techniques. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde digitalisé où l'intelligence artificielle est devenue aujourd'hui un élément majeur dans le positionnement stratégique des universités. Il y en a des universités qui sont en train de basculer carrément vers le numérique, le digital, en intégrant bien évidemment ces nouvelles technologies dans les défis en termes d'innovation. Et je pense qu'on ne peut pas continuer à rester dans ces formes d'enseignement classique. Il faudrait aujourd'hui faire montre d'une grande capacité d'innovation si on veut se positionner comme des universités majeures, mais aussi capables de compétir et de produire des gens qui peuvent compétir à armes égales avec ceux qui sortent des grandes universités. Et c'est comme ça. Mais on ne peut pas réussir ce pari-là si on reste toujours dans les cycles de grève perpétrés à longueur de l'année, ou si on n'arrive pas à savoir si l'année 2023 est terminée et quand est-ce que 2024 commence. Une belle recommandation sur laquelle nous allons clore cet entretien. Dr Bodian, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'était donc Dr Mamadou Bodian, docteur en sciences politiques, chercheur à l'IFAN et membre du parti les FDS, les Guelwaars. Nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec lui ce soir et c'est ce qui met un terme à cette édition. La bonne heure, c'est fini pour ce soir. Rendez-vous demain pour d'autres informations et d'autres invités. Pour ma part, donc, je vous donne rendez-vous demain. Restez en compagnie des programmes de la GTV. Bonsoir et excellente suite de soirée.